Est-ce qu'il y a des opportunités value en Suède? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite et comme d'habitude avec les paramètres de notre screener value du jour. Alors on se met sur les cotations principales des titres qu'on va regarder pour éviter les doublons. Les titres qui se négocient en Suède, pas forcément des entreprises suédoises, mais les entreprises dont la cotation principale est en Suède. Un panel d'industrie qui évite tout ce qui est immobilier, banque, assurance, automobile, pharmaceutique, biotech, et cetera. Ça me laisse quand même un bon panel d'industrie. Il y a du choix dans ce qu'on garde, hein. Une market cap de minimum 100 millions d'euros ou équivalent en couronne, suédoise. Pour avoir des dossiers qui sont à peu près liquides, mais l'avantage du marché suédois, c'est que c'est un marché qui est assez profond. Beaucoup d'entreprises y sont cotées. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises cotées dans ce marché et elles sont habituées à communiquer en anglais. Donc, vous avez un niveau d'information qui est quand même intéressant. On se met notre multiple value maximum à 6. Alors moi, mon multiple maxi pour être value, c'est 7, mais ici, comme on a un peu de choix, on va se mettre 6, comme ça on est un peu plus radin. On se met un rendement des capitaux investis à 8. C'est pour avoir un minimum de qualité. 8 c'est quand même tout à fait raisonnable. Et 3 fois l'EBITDA en dette nette maximum pour conserver des dossiers qui sont plutôt solides d'un point de vue. On y va. Revue comme d'habitude les colonnes, j'enlève d'habitude, hop, et on y va. Vous avez le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valorisation avec plusieurs multiples. Donc ici, valeur entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût cash flow. Ici, la valorisation par rapport aux actifs tangibles. On voit ici qu'il y a une décote sur actifs tangibles, on ira voir ça après. Une rentabilité plutôt opérationnelle avec le rendement des capitaux investis. Le rendement des fonds propres, on va pas s'y intéresser ici, c'est plutôt pour les sociétés financières. Mais ça marche aussi pour les sociétés traditionnelles, mais ça peut être biaisé par l'endettement, donc c'est pour ça que je préfère le rendement des capitaux investis. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA. Le rendement du dividende, s'il y en a un. Le rendement de l'actionnaire, c'est-à-dire que ça inclut dilution ou rachat d'actions. Les free cash flow par rapport au bénéfice net. Et le payout ratio, donc le payout ratio, la proportion de bénéfices nets versés en dividendes, et évidemment les dividendes sont payés avec les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets pour que ce ratio ait un intérêt. On commence avec la première entreprise de cette liste qui est Boliden AB, Metals and Mining, l'industrie. Donc c'est entreprise minière suédoise, troisième producteur européen de zinc et de cuivre, c'est quand même une grosse boîte, hein. Ils font de l'or, de l'argent et du plomb. Et ils ont des mines dans les pays nordiques en réalité. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'exploitation des mines dans cette zone-là, donc très bien. Donc, on est à 9 milliards de dollars de market cap, 12,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, il faut voir qu'est-ce que ça implique cette croissance. Est-ce qu'il y a la croissance externe? Est-ce que c'est la hausse des matières premières? Puisque sur la période des 5 ans, on a eu l'inflation de 2021-2022, donc ça tire le chiffre d'affaires. Donc en fait, pour avoir le cœur net, il faudrait regarder la croissance en volume organique. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à produire plus avec les mines en place ou avec les mines qu'on développe et sans faire d'acquisition d'autres entreprises minières. Donc ça à regarder. Mais en tout cas, c'est un bon niveau de croissance. Une valorisation qui est tout à fait douce, 5,4 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher. Moins de 10 en ratio court-bénéfice, on est à 8. Ça, c'est bien. Il y a un problème de free cash flow temporairement, ou à voir, hein, si c'est ponctuel ou structurel. Donc, il va falloir analyser le tableau de flux de trésorerie. Si c'est ponctuel, c'est pas un souci, hein. On peut avoir une dépense en capital élevée ponctuellement, si c'est pour la croissance future. Donc là, plutôt, si c'est structurel, à l'écart du dossier, hein, toujours. Quand il y a une dépense en capital trop élevée et que ça génère jamais de free cash flow, c'est trop compliqué. Donc, si c'est ponctuel, pas de souci. Les multiples qu'on a à côté, ils sont quand même plutôt value, donc ça, c'est bien. 10,6% rendement des capitaux investis pour une mine, pour des minières, ce qui est très intensif en capital, c'est plutôt bon, hein. Quasiment pas de dette, 0,4 fois les bidas en dette nette, donc c'est solide comme dossier. 2,3% de rendement du dividende, mais on a une rentabilité de l'actionnaire qui est négative. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a beaucoup d'actions qui sont mises en circulation. Alors ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que ce sont des actions autodétenues qui ont été achetées sur le marché et donc qu'on remet sur le marché? Donc là, ça apporte pas de dilution. Ou est-ce que ce sont des nouvelles actions qui ont été créées? Et dans ce cas-là, ça dilue les actionnaires existants. Toujours est-il que si c'est des nouvelles actions qui sont créées, on a un rendement d'actionnaire qui est négatif et ça, c'est moins bien. Le payout ratio est à 18,5 avec des free cash flow qui sont un quart moins élevés que les bénéfices nets. Donc on est limite, on doit être à 80% en termes de free cash flow de payout ratio. Donc ici,
Quelques points quand même à aller creuser, mais sinon la valorisation est intéressante, hein, et on a une bonne rentabilité sans avoir trop de dettes. Ensuite, on est sur Loomis. Alors ça me disait quelque chose, j'ai déjà vu dans Paris, je crois que j'ai déjà vu des camions de transport de fonds. Ils font, voilà, du transport de fonds, heu et je ne savais pas que c'était suédois, donc intéressant, hein. C'est un petit marché de niche. Il y a des risques spécifiques évidemment à ce marché-là. Après il y a structurellement, la baisse du cash, hein, la disparition du cash, ce qui fait qu'à mon avis, c'est plutôt un marché qui est structurellement, en décroissance. Donc on est sur 2,7 milliards de market cap, 7,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Faut voir ce qu'ils font. Est-ce que c'est le transport de cash qui croît aussi vite organiquement? Je pense pas, hein, je pense qu'ils font des acquisitions. On est à 4,7 en VO sur EBITDA, donc c'est pas cher payé. 16,2 en ratio court-bénéfice, mais 6,2 en ratio court-free cash flow. Comment comprendre ces chiffres? Moi, je pense qu'on est value et qu'en fait, on est sur une activité qui génère structurellement des free cash flow puisqu'il n'y a plus de croissance organique. Donc, on n'a plus besoin de réinvestir du cash, de faire des dépenses en capital pour développer l'activité. Donc, à mon avis, il y a eu de la dépense non cash qui a affecté les résultats nets. Il y a peut-être une dépréciation ou un amortissement important. Mais les autres multiples sont value, donc je pense que c'est intéressant d'un point de vue valorisation. On est à 10,9 en ratio en rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité opérationnelle. Après, c'est pas très intensif en capital, donc c'est normal qu'on soit quand même assez rentable. 0,7 fois les l'EBITDA en bet net, donc on n'est pas trop endetté sur ce dossier, c'est bien. 3,3% en rendement du dividende, très bien. 5,6 en rendement d'actionnaire. Donc potentiellement, il y a des rachats d'actions, ce qui est très bien. Donc vous avez un bon rendement de l'actionnaire avec des multiples assez bas, hein. Donc là, vous avez un bon potentiel d'appréciation quand même, un bon potentiel, de rendement total, hein, avec, ce rendement d'actionnaire plus, le redressement, enfin la croissance du capital si le multiple se redresse un petit peu. Vous avez un payout ratio qui est à 53% avec des free cash flow, bien plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable. Ils vont peut-être pouvoir continuer à augmenter le dividende ou poursuivre les rachats d'actions. Donc Loomis, c'est typiquement le genre de dossier qui est intéressant, hein, qui est sympathique, à analyser de plus près. Ensuite, vous êtes sur Nordic Paper. Alors, c'est une société qui est dans le papier, hein, donc ils produisent du papier. Et donc, j'imagine qu'ils sont verticalement intégrés à creuser, hein. Je pense qu'ils doivent avoir des forêts, etc. Donc, on est sur 347 millions de dollars de market cap, 7,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est sur donc une bonne croissance. À mon avis, pareil, ça, c'est pas. Alors, si, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est de la croissance, c'est des hausses de prix. En fait, je pense qu'il y a aussi l'effet inflation 2021-2022 où le prix du papier a fortement augmenté. Donc ça a dû tirer le chiffre d'affaires. Donc il faut regarder, est-ce qu'il y a la croissance du volume organique pour, voir, et je pense qu'il y en a pas beaucoup. C'est plutôt pareil, un secteur qui est assez mature et donc il y a plus beaucoup de croissance organique et ce secteur, à mon avis, il devrait dégager des free cash flow. C'est pas le cas ici. Donc il faudrait voir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il dégage pas de free cash flow? Peut-être que c'est ponctuel dans ce cas, comme d'habitude, c'est pas un souci. En tout cas, les multiples sont bas. 6 en DE sur EBITDA, c'est pas cher payé. 7,2 en ratio court-bénéfice, c'est pas cher payé du tout. 18 en rendement des capitaux investis, c'est élevé comme rentabilité. Alors surtout que je pense que c'est quand même intensif en capital comme activité, vu qu'il y a des usines voilà, il y a des usines et des machines, hein, pour produire le papier. Donc intensité capitalistique à mon avis élevée, mais on a quand même une rentabilité qui est forte. Donc ça c'est bien. 1,4 fois les l'EBITDA en dette nette, donc ça reste bien comme endettement, c'est pas trop lourd. Rendement du dividende 7,7%. Intéressant. Bon, c'est versé à crédit par contre, ça c'est moins bien, mais si les free cash flow, sont équivalents aux bénéfices nets, sur les prochains exercices, vous avez un rendement du dividende tout à fait intéressant et un potentiel d'appréciation du capital, je pense surtout via, peut-être un redressement des multiples. Bon petit dossier intéressant. Je pense que c'est en plus, un peu défensif comme secteur, donc pourquoi pas. Après c'est structurellement aussi en déclin, hein, tout ce qui est papier. Avec la digitalisation du monde, il ne faut pas s'attendre à avoir une croissance qui soit très élevée. Alors, Enea Holding, société que je connais un petit peu, pour avoir des contacts dans cette, boîte. On est sur un spécialiste de la cybersécurité. Donc, c'est une boîte suédoise qui fait, ils font de la croissance organique et ils font des acquisitions également, de petites boîtes, donc c'est un marché de niche quand même, la sécurité, qui est en croissance assez structurelle, donc ça, c'est intéressant. À noter que toutefois, cette boîte est en décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est moins bien. Alors que donc ça, à mon avis, ça veut dire qu'ils perdent des parts de marché, hein, puisque c'est quand même un secteur, qui a une croissance assez forte, la cybersécurité, et eux, ils sont en décroissance, donc nécessairement, ils perdent des parts de marché. Donc il faut bien aller, analyser le business plan de la boîte, en fait. Savoir est-ce qu'ils anticipent de la croissance dans les années à venir
parce que sinon, quand on est en décroissance, c'est compliqué de maintenir les marges et en général, les résultats décroissent plus vite que le chiffre d'affaires à cause du levier opérationnel, donc du levier, négatif du coup opérationnel. Donc il faut l'avoir en tête. 5,8 en BE sur EBITDA, pas très cher payé, 2,5 en ratio court-bénéfice, mais des free cash flow à 7,3. Non, pas free cash flow à 7,3. J'ai l'impression que c'est une boîte, c'est pas un marché qui est mature, pourtant j'ai l'impression que c'est une boîte qui est plutôt, génératrice de free cash flow. Donc bon, plutôt, intriguant comme dossier, parce que ça devrait être une boîte qui investit massivement dans son appareil productif et ça semble pas être le cas actuellement. Donc à analyser plus en détail, 10 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct, hein. Après, c'est pas une industrie qui est intensive en capital, hein, vu que c'est du logiciel et ce sont des développeurs qui produisent du logiciel, donc il y a pas de dépenses en capital normalement. On est à 2,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça, je pense que c'est, le reliquat de croissance externe, hein. Ils ont, ils rachètent des boîtes, avec de la dette et donc bon, là, c'est pas un niveau qui est très lourd, donc je pense que c'est gérable, mais ça a quand même, des impacts sur les résultats nets, via les charges d'intérêt, donc attention. On est sur un rendement actionnaire qui est calculé à 6,8, donc j'imagine qu'ils font des rachats d'actions. À vérifier, mais ils versent pas de dividendes. Donc bon, je pense que c'est intéressant, c'est pas défensif, hein, c'est concurrentiel, donc il faut quand même, à mon avis, connaître bien le dossier, quoi. Plus que les autres dossiers au-dessus. En fait, il vaut mieux aller creuser le marché de la cybersécurité si on s'intéresse à ce dossier-là, alors que les autres dossiers que vous avez au-dessus, bon, ce sont quand même des secteurs qui sont un peu plus, on va dire que vous n'avez pas besoin de creuser, beaucoup plus. Il y a toujours besoin de creuser beaucoup plus, hein, c'est sûr, mais sur, la cybersécurité, il faut creuser encore plus, quoi, d'un point de vue fondamental. Allez, ensuite, on est sur Eolus Wind. Alors, ils font des, éoliennes, hein, j'imagine, ouais, ils font de l'énergie renouvelable. Donc, vent, photovoltaïque et du stockage d'énergie. Très bien. Première question, quand on est dans ce secteur, est-ce qu'on dépend quelle est la proportion des dépendances à la dépense publique et des subventions? Quelle est l'importance des subventions dans la croissance de l'activité? Gardez en tête, hein, parce que si ça change, on peut s'effondrer complètement sur ce marché qui est très subventionné. 130 millions de dollars de market cap, donc micro cap. Pas de croissance. Alors, ils mettent pas le chiffre de la croissance, je pense que la donnée n'est pas disponible dans Coifin, ou alors c'est une société. Ah, non, c'est plutôt que c'est une société qui a moins de 5 ans, donc on n'a pas la croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, donc vous pouvez regarder sur une échéance plus courte. 3,3 en VO sur EBITDA, c'est pas cher. 4,7 en ratio court-bénéfice, c'est pas cher. Free cash flow négatif, c'est très intensif en capital, donc il faut voir si c'est structurel. Et si c'est structurel, on se met à l'écart du dossier. Si c'est ponctuel et qu'on voit qu'il y a une tendance quand même à l'amélioration des free cash flow, on peut aller creuser. 20% des cotes sur actifs tangibles. Donc ça, c'est intéressant. De quoi sont constitués les actifs tangibles? Après, il faut regarder. Est-ce que c'est du stock, du matériel non déployé encore, etc. Des matières premières éventuellement. Rentabilité assez forte, hein, pour un secteur qui est intensif en capital. 12% en rendement des capitaux investis, c'est quand même pas mal. On n'est pas trop endetté. 0,6 fois les l'EBITDA en dette nette, donc ça, c'est soutenable. 4,3% en rendement du dividende, intéressant. On verse déjà un dividende alors qu'on est sur une micro-cap, c'est quand même intéressant, hein. Vous avez de l'action, un petit peu, mais rien de très fou. Et ça a été versé à crédit, tout ça, parce qu'on n'a pas de free cash flow. Donc, à vérifier quand même, c'est free cash flow. Ben, moi, je trouve qu'il y a quand même des dossiers intéressants. La Suède, la Suède, pour moi, c'est réputé comme étant un marché sympathique pour l'investissement en bourse, parce que déjà, vous avez beaucoup de boîtes plutôt industrielles. Donc, si vous êtes investisseur value, vous allez avoir quand même des dossiers value sur ce secteur. Ensuite, ils sont très bons en niveau de communication. Vous êtes sur une monnaie qui est quand même, assez solide, hein, la couronne suédoise, c'est quand même pas mal. Donc bon petit dossier. Qu'est-ce que je garderai là-dedans? Alors Boliden, ça peut être bien, mais c'est cyclique, hein, attention à garder en tête, hein. Donc on va dépendre après, tout ce qui est métaux, il y a une force, des vents arrière, structurels, hein, avec l'électrification du monde. Donc ça peut quand même profiter à la boîte. Donc ça, c'est intéressant, je pense à aller creuser, mais ça va être un peu cyclique, donc quand même, c'est pas pour une détention, il vaut mieux l'attraper en bas de cycle, en fait, ce genre de dossier. Loomis, ça m'a l'air défensif comme secteur, et c'est surtout, en fait, des boîtes qui ont, des parts de marché, enfin, c'est marché de niche avec, des leaders de marché, quoi, où il y a pas beaucoup de concurrents, donc je pense que ça peut être intéressant, hein, comme dossier à aller creuser. Nordic Paper aussi, je pense que ça peut être intéressant. Les multiples sont tout à fait sympas, il faut juste vérifier les free cash flow. Les 2 autres dossiers, Enea, je pense qu'il faut quand même s'y connaître dans le secteur et analyser bien les perspectives de la boîte, parce que surtout la décroissance, là, ça m'intrigue un petit peu. Et en général, tout ce qui est, le renouvelable, plutôt à l'écart, parce que ça, c'est structurellement pas très rentable. Ça dépend beaucoup de la dépense publique et ça peut changer du jour au lendemain.
Voilà, j'espère que ce screener Value Suède vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.